Our next speaker tonight is Georges Duverger. Ensuite, nous avons Georges Duverger avec le poids de l'air. Avant de commencer, je vais faire un petit sondage très rapidement. Combien parmi vous pensent que l'air qui nous entoure Pardon. Petit sondage très rapide, encore plus rapide. Combien parmi vous pensent que l'air a un poids? À main levée, très rapidement. Ok, c'est assez représentatif. Je vais raconter une petite histoire de 3 scientifiques qui, pendant la Renaissance, ont découvert et réussi à prouver que l'air avait en effet un poids. Tout commence avec Galilée, à qui le duc de Toscane a demandé de construire une très grande fontaine en Italie, à Florence. Et la façon dont Galilée procède, c'est la façon dont tout le monde procède à l'époque. Créer un puits, le remplir d'eau, une pompe en haut qui aspire, soi-disant, l'eau le long de la colonne. Donc Galilée commence les travaux. Cette fontaine étant particulièrement grande, le puits est de 13 mètres. Et arrivé à 10 mètres, l'eau s'arrête de monter. Tous les ingénieurs et les fontainiers ne comprennent pas pourquoi, mais l'eau ne peut plus être aspirée. Et donc il échoue. Malheureusement, il va mourir avant de résoudre ce mystère. Mais il a une intuition. Il a une idée de pourquoi. Ah oui, excusez-moi. Donc j'ai fait l'expérience. Au bout d'un moment, la paille est trop courte là, ça ne marcherait pas. Mais au bout d'un moment, vous ne pouvez plus aspirer l'eau. L'eau va refuser de monter. Ce qui est une idée assez peu intuitive. L'intuition de Galilée, c'est que l'eau n'est pas vraiment aspirée comme on l'entend dans la colonne, mais qu'il y a une autre force, une force extérieure, qui appuie sur le reste de l'eau au fond du puits. C'est cette force qui pousse l'eau dans la colonne. Encore, comme je le disais, il va mourir sans pouvoir résoudre ce mystère, mais un de ses élèves, Torricelli, qui a étudié un peu tout ce que Galilée avait fait, va reprendre ses travaux, et pour lui, cette force inconnue n'est autre que le poids de l'air. Et donc, il va faire une petite expérience, plusieurs expériences. Une expérience, entre autres, il va prendre une bassine, la remplir de mercure. Il prend du mercure et non de l'eau, juste parce que le mercure est plus dense, ce qui fait qu'il peut faire une expérience à plus petite échelle. Il n'y a pas besoin d'avoir des colonnes de 10 mètres d'eau. Donc, prend la bassine, la remplit de mercure, prend un tube à essai qui est fermé en bas et ouvert en haut, le remplit également de mercure, le ferme bien avec son pouce, c'est sûr qu'il n'y a plus d'air, le retourne, le plonge dans la bassine, ouvre son pouce et il constate, voici un exemple de l'expérience, il constate que le niveau du mercure descend progressivement, il descend, jusqu'à 76 cm, le tube faisant 1 mètre. Il descend jusqu'à 76 cm, ce qui crée 24 cm de vide tout en haut, ce qui était relativement inconcevable à l'époque, où tout le monde pensait que la nature avait horreur du vide et que la nature ne pouvait créer du vide, etc. L'explication de Torricelli à ce phénomène, c'est que le mercure descend jusqu'à ce que le poids du mercure dans la colonne soit égal à l'air qui appuie sur le mercure au fond de la bassine. Malheureusement, comme de nombreux scientifiques, ils se heurtent aux critiques et ça va prendre un 3e scientifique pour prouver un peu ça. Les critiques disant que c'est impossible, l'air n'a pas de poids, etc. Et donc, ce que va faire Pascal, qui reprend également les travaux de Galilée et de Torricelli, il va dire, si l'air n'a pas de poids, ou plutôt, excusez-moi, si l'air a un poids et qu'on fait cette expérience à des endroits où il y a plus ou moins d'air, comme en altitude par exemple, on devrait voir une différence. Le niveau de mercure devrait être différent. Au contraire, si l'air n'a pas de poids, comme l'affirment les critiques, il n'y aura aucune différence. Et il va faire cette expérience, il va prendre 2 expériences de Torricelli, il va en laisser une au village, il va demander à des moines de les surveiller, puis de surveiller le niveau du mercure, s'assurer comme un tube témoin, prend la 2e expérience avec lui, monter en haut du Puy de Dôme, en France, et observer tout au long de son ascension le niveau du mercure. Et il constate, heureusement, que le niveau du mercure descend progressivement au fur et à mesure de son ascension. Donc, en d'autres termes, au village, là où il y a plus d'air, parce qu'il y a moins d'air en altitude, au village, là où il y a plus d'air, le poids de l'air est plus important et pousse davantage sur le mercure, le faisant monter plus haut. Et en altitude, moins d'air, le mercure monte moins haut. Donc, l'air a un poids assez considérable d'ailleurs, je reviendrai dans une seconde. Galilée avait raison, prouvant que dans le cas de sa fontaine, l'eau n'est pas vraiment aspirée, mais la pompe ne fait que retirer l'air qui est en haut de la colonne, permettant ainsi, retirer le poids de cet air, permettant à l'air qui est au fond du puits de pousser plus haut l'eau dans la colonne. Et ce qui explique pourquoi, arrivé à 10 mètres, quand ces 2 forces s'équilibrent, l'eau ne monte plus. Cette découverte est à la base de la météorologie comme on la conçoit aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la pression atmosphérique, le poids de l'air, ce qui explique les dépressions, les cyclones, etc. Le poids de l'air, juste de façon anecdotique,
Très important, 1 kilo sur chaque centimètre carré. Et bref, ces 3 scientifiques ont réussi, avec toute leur expérience, à convaincre les critiques et la science gagne. Merci. Merci, Georges. Thank you, George.